Ryo était un adolescent ordinaire qui s'est fait renverser par un camion et a été réincarné dans un monde rempli de magie. Il a obtenu la capacité d'utiliser la magie de l'eau et ne voulait que vivre une vie paisible tout seul. Mais il devient bientôt le mage le plus puissant du monde entier sans même s'en rendre compte. Ryo, un garçon de 15 ans, se retrouve soudain dans un endroit blanc étrange, et alors qu'il se demande ce qui se passe, un grand blond arrive là-bas, lui disant qu'il est mort. Ryo se souvient soudain s'être fait sauter par Truck-kun et demande au blond s'il est Dieu. Il répond qu'il est plutôt un ange qui est là pour l'envoyer dans un autre monde. Ryo n'arrive pas à croire qu'il va être réincarné, et l'ange lui dit qu'il peut vivre comme il le souhaite dans sa prochaine vie. Eh bien, Ryo est un gars cool, et il veut juste vivre une vie lente et paisible. L'ange n'a aucun problème avec son choix et dit à Ryo que le monde dans lequel il sera envoyé a de la magie, et environ 20% des humains peuvent lancer des sorts. Ryo a un talent pour la magie de l'eau, et l'ange lui dit qu'il sera déposé dans une maison au milieu d'une forêt parce qu'il a choisi de vivre une vie lente. Il y aura assez de nourriture pour lui pendant 2 mois, et il y aura une barrière invisible qui empêchera les monstres de l'approcher. Bientôt, Ryo se réveille dans la maison au milieu de la forêt, et il se dirige immédiatement à l'extérieur pour tester ses nouvelles capacités magiques. Il vérifie sa maison, qui a de la viande congelée dans une pièce froide et un bain vide. Il y a un couteau et 2 livres pour débutants sur la table qui lui parlent des monstres et des plantes de la région. Après cela, il retourne à l'extérieur et expérimente la magie, découvrant qu'il peut créer de l'eau juste en l'imaginant et qu'il n'a pas besoin de chanter de sorts. Il veut prendre un bain chaud mais ne peut créer que de l'eau à température ambiante, alors il décide d'allumer un feu à la place. Il passe en mode homme des cavernes et essaie de créer du feu en frottant des bâtons ensemble, mais il n'a pas les compétences ou la force nécessaires pour cela. Il abandonne, mais ensuite il a l'idée d'utiliser la lumière du soleil pour créer du feu à la place. Pour cela, il décide de créer une lentille en utilisant de la glace, imaginant que des molécules d'eau individuelles se lient ensemble alors que la chaleur leur est volée, et finit par réussir à geler l'eau. Il sculpte ensuite la glace en une sphère et l'utilise comme lentille pour allumer un feu. Grâce à cela, il peut profiter d'un bain chaud la nuit, et il réalise qu'il peut créer de l'eau chaude directement s'il applique simplement les principes de la science moderne à la magie. Le lendemain, alors qu'il prend de la viande séchée pour le petit déjeuner, Ryo pense qu'il doit augmenter sa puissance offensive parce qu'il devra chasser des monstres une fois qu'il aura épuisé sa réserve de nourriture. Il commence par s'entraîner à tirer une boule d'eau sur un arbre. Même s'il peut toucher sa cible dès la première tentative, cela ne fait aucun dégât. Il n'est pas découragé par cela et décide de tirer un jet d'eau à haute pression parce que cela aura assez de puissance. Cependant, il ne peut pas mettre assez de force dans le jet d'eau pour atteindre l'arbre, et on dirait juste qu'il pisse de sa main. Ryo a envie d'abandonner, mais ensuite il se souvient que l'ange lui a dit que la clé pour utiliser la magie est son imagination, et qu'il ne peut s'améliorer qu'avec une pratique régulière. Alors Ryo continue de s'entraîner à tirer un jet d'eau jusqu'à ce qu'il puisse toucher l'arbre de manière constante. Et la nuit, il est capable de générer de l'eau chaude directement. Le lendemain, il essaie de créer des cristaux de glace à partir de rien parce qu'il a toujours rêvé d'utiliser le sort de lance de glaçon. Cependant, tirer un glaçon est encore plus difficile que tirer de l'eau. Mais Ryo continue de s'entraîner avec cela ainsi qu'avec ses autres variations de magie de l'eau. Les jours passent, et il devient plus habile à utiliser l'eau et la glace, et un jour, il décide de se diriger dans la forêt pour chasser de la nourriture. Il explore la belle forêt et décide de cueillir des herbes et de rentrer, mais juste à ce moment-là, il remarque un sanglier en colère qui le regarde. Ryo se fiche de terreur alors que le sanglier charge vers lui, et il parvient à peine à l'éviter au dernier moment. Le sanglier abat simplement un arbre, et Ryo rassemble son courage pour riposter. Il recouvre le sol devant le sanglier d'une couche de glace, le faisant glisser. Alors que le sanglier glisse vers lui très vite, Ryo crée plusieurs glaçons pointus pointés vers lui à la fin de la piste. Le sanglier frappe les glaçons à pleine vitesse et meurt immédiatement après avoir été transformé en passoire. Ryo n'arrive pas à croire qu'il a gagné, et la nuit, il vérifie son livre sur les monstres pour découvrir que les sangliers sont le type de monstre le plus faible. Il remarque ensuite que même si le livre parle de monstres de niveau débutant, il y a 2 entrées spéciales à la fin. La première concerne les dragons, qui sont assez puissants pour brûler des villes entières facilement, et si on en repère un, il faut immédiatement s'enfuir. La deuxième page concerne les démons, qui sont des êtres d'origine inconnue, et le livre dit simplement à tout le monde de prier pour ne jamais rencontrer un démon parce que cela signifie un game over instantané. Ryo réalise que le monde est trop grand, et qu'il doit devenir plus fort rapidement, alors le lendemain, il abandonne ses vêtements pour passer en mode Tarzan et s'aventure à nouveau dans la forêt. Cette fois, un faucon assassin l'attaque, et il évite de justesse sa première attaque. L'énorme oiseau envoie ensuite des slashes de vent invisibles vers lui, et Ryo réalise que ce monstre est bien au-dessus de son niveau. Il s'enfuit, créant des blocs de glace derrière son dos pour bloquer les slashes de vent, puis tire des jets d'eau sur l'oiseau. Le faucon assassin esquive tout et charge ensuite vers Ryo à pleine vitesse, mais il crée un mur de glace au dernier moment, bloquant son attaque. L'oiseau perd un de ses yeux à cause de la collision, et il décide de battre en retraite cette fois,
ce qui soulage grandement Rio. Cependant, alors qu'il fuyait le faucon, Rio a perdu son sens de l'orientation. Alors qu'il essaie d'atteindre sa maison, il trouve soudain un lac brillant avec un chevalier sans tête debout à la surface de l'eau avec un cheval sans tête. Rio est stupéfait de voir cela, et ensuite le chevalier sans tête tourne son attention vers lui. Heureusement, il rentre chez lui indemne et continue d'explorer la forêt après cela, combattant des monstres plus forts et maîtrisant sa magie d'attaque. La nuit, il retourne au lac, où le chevalier sans tête l'attend. Rio n'a rien trouvé sur les cavaliers sans tête ou les Dulaans dans le livre, et il se demande si c'est parce que ce sont des monstres de haut niveau ou s'ils ne sont pas considérés comme des monstres du tout. Cependant, rien de tout cela n'a d'importance parce qu'il est là pour s'entraîner contre lui. Rio attaque le chevalier sans tête avec une épée en glace, mais il n'arrive pas à porter un seul coup. Il continue de recevoir des coups mais les bloque tous avec un bouclier de glace. Il finit par s'épuiser et tombe au sol, mais le chevalier sans tête ne l'attaque pas parce qu'il est en train de l'entraîner. Alors qu'il se relève, le chevalier sans tête s'approche de lui en tenant un petit couteau de cristal. Le chevalier recouvre le couteau d'eau et le gèle, le transformant en une épée de glace. Il donne l'épée à Rio, qui réalise que le chevalier sans tête lui demande de maîtriser cette technique. Peu de temps après, Rio tombe sur le faucon assassin qu'il a combattu plus tôt, mais cette fois, il a évolué en une version plus forte de lui-même, mais a aussi perdu toutes ses plumes. Le faucon évolué envoie des slashs de vent vers Rio, qui crée des murs de glace pour les bloquer instantanément. Il parvient à peine à éviter les attaques qui déchirent ses boucliers parce qu'elles sont beaucoup plus fortes que la dernière fois. Rio est obligé de s'enfuir, et il ne peut que bloquer les attaques du faucon. Le faucon accélère soudainement vers lui, et Rio arrête d'une manière ou d'une autre son attaque en empilant plusieurs boucliers de glace devant lui. Il essaie de frapper le faucon avec des glaçons, mais cela ne fonctionne pas non plus, et ensuite le faucon utilise une attaque sonique pour annuler immédiatement ses boucliers de glace. Rio réalise qu'il est dans le pétrin maintenant, mais ensuite le faucon le choque à la fois figurativement et littéralement en l'attaquant avec un éclair. Le monstre plonge vers lui pour en finir, mais Rio parvient à sortir son épée de cristal et apparaît son attaque. Il peut même trancher les attaques de vent invisible envoyées par l'oiseau, et quand il plonge à nouveau vers lui, il parvient à le poignarder à travers la poitrine. Le faucon tombe au sol, et Rio s'approche de lui, réalisant qu'il vient de rencontrer le monstre 2 fois, mais qu'ils ont développé un lien très fort. Il remercie le faucon de l'avoir motivé à devenir plus fort et retire ensuite l'épée pour le laisser mourir paisiblement. Rio commence ensuite à rentrer chez lui, mais ensuite, à sa surprise, un dragon arrive là. Il pense que ce sera son dernier jour dans ce monde, mais étonnamment, le dragon commence à lui parler par télépathie. Le dragon lui demande s'il a vu un faucon noir, et Rio panique, pensant qu'il a peut-être tué le serviteur du dragon. Heureusement, le dragon semble assez cool à ce sujet et complimente même Rio pour son exploit. Il souligne ensuite que l'arme que Rio porte est assez rare parce que c'est l'épée du roi des fées. Rio n'arrive pas à y croire, et il décide d'en apprendre plus sur le monde auprès du dragon amical, qui se présente comme Luan. Il parle toute la journée, mais le soir, le dragon est appelé chez lui, et il dit à Rio qu'il pourrait se revoir un jour. D'un autre côté, l'ange découvre soudain qu'il a manqué certains détails dans le statut de Rio. Il s'avère que Rio est la deuxième personne en 10 000 ans de carrière de l'ange à avoir un trait caché, et son trait caché s'appelle jeunesse éternelle. Quelques semaines plus tard, Rio commence à avoir envie de fruits de mer, alors il se rend à la plage, mais il est choqué de trouver un naufrage là-bas. Il trouve rapidement un homme près du navire, et en l'examinant de près, Rio constate qu'il n'est plus en vie. Soudain, il entend un homme gémir, et ses yeux s'illuminent parce que c'est le premier humain qu'il a rencontré depuis son arrivée dans ce monde. L'homme, nommé Abel, a des flashbacks d'un monstre pieuvre géant attaquant son navire pendant une tempête, ce qui l'a fait tomber dans l'océan, mais quand il ouvre les yeux, il se retrouve dans la maison de Rio. Il réalise qu'il s'en est sorti sain et sauf d'une manière ou d'une autre et commence immédiatement à chercher les autres. Alors qu'il quitte la maison, il est encore plus confus parce qu'il n'a aucune idée d'où est cet endroit, et juste à ce moment-là, Rio s'approche de lui par derrière. Abel est choqué parce que, bien qu'il soit un guerrier assez compétent, il n'a pas pu sentir Rio arriver. Il est aussi choqué par son sens vestimentaire mais décide d'être poli et de ne pas en parler tout de suite. Abel se présente à Rio et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Rio répond qu'il n'a pu sauver que lui, et que tous les autres étaient déjà morts quand il les a trouvés. Abel lui dit de ne pas s'inquiéter pour ces gars parce que c'étaient des contrebandiers, mais avant qu'il ne puisse élaborer, son estomac commence à gronder. Rio lui dit qu'ils peuvent parler pendant un repas et l'emmène à l'intérieur, où Abel, curieux, aborde rapidement le sujet de ses vêtements. Rio lui dit qu'il n'a pas d'autres vêtements et pas de tissu pour en créer de nouveaux, et Abel lui dit d'en acheter. Il s'arrête immédiatement, pensant que Rio doit être trop pauvre pour s'acheter des vêtements, mais Rio atténue sa culpabilité en lui disant qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent dans cette région à part lui. Abel demande ensuite à Rio s'il chasse pour se nourrir, et il confirme. Ensuite, il lui demande s'il utilise le couteau pour cela,
Mais Rio montre sa magie de l'eau, disant qu'il fait la plupart de sa chasse en utilisant la magie. Abel est impressionné parce que seule la moitié des gens dans le monde peuvent utiliser la magie, et il fait partie de l'autre moitié qui ne peut pas. C'est une nouvelle surprenante pour Rio parce que l'ange lui a dit que seulement 20% des gens peuvent utiliser la magie. Quoi qu'il en soit, Abel lui demande de l'emmener au rivage parce qu'il a besoin de vérifier quelque chose. En chemin, il dit à Rio de le laisser prendre les devants s'il rencontre un quelconque danger. Rio répond que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste parce qu'il ne veut pas être celui qui est sauvé tout le temps. Rio le laisse faire comme il veut, et ils atteignent bientôt le navire brisé, où tous les corps ont disparu. Abel pense que soit les monstres, soit la mer les a pris, et il remercie Rio de l'avoir secouru parce que sinon, il aurait fait face à la même situation. Abel dit ensuite qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, et pour l'instant, il veut retrouver ses amis. Mais la tempête a envoyé le navire loin au sud, et il n'a aucune idée de la direction qu'il doit suivre maintenant. Il a soudain une idée et demande à Rio s'il aimerait venir avec lui. Rio est choqué d'entendre cela, et Abel dit qu'il pourrait utiliser son aide pour retrouver son chemin et ensuite lui trouver un travail qui lui permettra de vivre dans de meilleures conditions. Rio réfléchit à son offre pendant un moment, et à la fin, il décide de devenir le guide d'Abel pour retourner en ville. Ce soir-là, il regarde son jardin qu'il a cultivé avec beaucoup d'efforts, et il est un peu triste à l'idée de tout laisser derrière lui. La nuit, il dit à Abel qu'il sort pour dire au revoir à quelqu'un. Et même si le chevalier est curieux à propos de cette personne, il décide de ne pas s'immiscer dans l'affaire. Pendant ce temps, Rio se dirige vers le lac pour voir le chevalier sans tête et l'informer qu'il quittera la forêt pendant longtemps. Il remercie le chevalier de lui avoir appris à se battre et sort ensuite son couteau, disant qu'il se battra encore plus fort ce soir. Le chevalier sans tête tire également son épée, et ensuite Rio charge vers lui, le repoussant avec ses frappes incessantes. Après un long et dur combat, Rio est épuisé, et le chevalier retourne au lac. Rio le remercie une fois de plus, et le chevalier reste silencieux. Cependant, dès qu'il atteint sa position, il se retourne et invoque une armure magique depuis l'eau comme cadeau d'adieu. Rio est ému en recevant l'armure, et il remercie encore une fois le chevalier sans tête avant de rentrer chez lui. Le lendemain matin, Rio et Abel se préparent à partir pour leur voyage, et Rio commence à se sentir nostalgique de quitter l'endroit où il a passé tant de temps. Bientôt, il tombe sur un sanglier sauvage dans la forêt, et Abel lui demande de le laisser s'en occuper. Il se précipite vers le sanglier avec son épée tirée et utilise ensuite une compétence de combat pour transformer le pauvre animal en dos nu. Rio est étonné et demande « Qu'est-ce que les compétences de combat ?» Et Abel explique que les gens qui se battent avec des armes utilisent des compétences de combat. Ils campent dans un arbre creux la nuit, et le lendemain, ils reprennent leur voyage à travers la forêt. Ils tombent sur des hommes lézards dans un marais, et Abel décide de changer d'itinéraire au lieu de les affronter parce qu'ils sont assez forts. Cependant, Rio peut sentir que les hommes lézards les suivent même après avoir changé de chemin, et Abel se prépare à les combattre. Rio lui dit qu'ils sont trop nombreux, et qu'il utilisera sa magie pour se battre aussi. Abel pense que Rio ne pourra pas se battre sans son bâton, mais il est choqué quand Rio élimine 4 hommes lézards avec ses lances de glaçons. Après la fin du combat, Abel interroge Rio sur le sort qu'il vient d'utiliser. Il répond que c'est juste la lance de glaçons normale, mais Abel lui dit que ses amis mages du vent ne peuvent lancer qu'une attaque à la fois quand ils utilisent la magie, mais qu'il a invoqué 4 lances de glaçons en même temps. Rio lui dit que ça doit être un problème de la magie du vent parce que c'est assez normal pour la magie de l'eau. Abel décide de ne pas trop y penser et dit qu'ils devraient continuer leur voyage, mais avant cela, Rio crée 2 verres en utilisant de la glace et invoque de l'eau dedans. Abel remarque qu'il a utilisé une incantation différente cette fois, et Rio couvre en disant qu'il a du mal à entendre la dernière fois. Après cela, Abel donne une pièce à Rio, et il dit avec excitation que c'est la première fois qu'il voit de l'argent. Abel est abasourdi parce qu'il a toujours pensé que Rio était pauvre, mais il ne l'avait jamais imaginé aussi pauvre. Il commence ensuite à dire à Rio qu'il y a 3 grands pays dans les plaines centrales qui comprennent le royaume de Nightly, l'Empire de Bi et la Fédération Andle. Rio commence à critiquer l'Empire de Bi parce qu'il n'aime pas le nom, et pendant qu'il continue de parler de ce nom stupide, ils atteignent une vaste clairière. Soudain, il remarque une pierre près d'eux bouger toute seule, et Abel la tranche rapidement en 2. Rio met aussi un bouclier d'eau pour bloquer les pierres qui foncent vers eux, et Abel réalise qu'ils viennent de marcher dans un nid de golems de pierre. Rio demande si les golems ne sont pas plus humanoïdes en forme, mais Abel décide de s'occuper d'eux avant de répondre à la question. Il se précipite vers le golem le plus proche et perce un trou à travers lui, mais le golem répare rapidement la blessure et commence à l'attaquer. Abel bat en retraite, disant que leurs attaques ne seront pas efficaces sur les golems, mais ensuite Rio a une idée. Il crée un énorme cube de glace dans les airs et le laisse tomber sur les golems, les écrasant. Abel est stupéfait parce qu'il n'a jamais vu un sort comme ça auparavant, mais Rio l'utilise plusieurs fois pour vaincre le reste des golems. Après cela, il trouve un golem de pierre spécial avec une grosse pierre magique, et Abel dit qu'elle se vendra cher. Rio dit qu'il aimerait aussi récupérer les pierres magiques des autres golems, mais ils sont enterrés sous la glace,
et il est soit trop paresseux, soit trop stupide pour simplement tout faire fondre. Ils continuent leur voyage avec ça, et bientôt tombent sur un hybride géant de crocodile et d'hippopotame. Abel dit que c'est un behemoth, qui est un monstre très rare et puissant qu'il n'a jamais vu auparavant. Rio demande s'il devrait le chasser, mais Abel lui dit que ce n'est même pas possible. Juste à ce moment-là, des wyverns arrivent aussi, et Rio est excité parce que maintenant ils vont voir un combat entre monstres. Bientôt, les wyverns commencent à tirer des pierres sur le behemoth avec de la magie, mais il rugit simplement, annulant leur magie et les faisant tomber au sol. Rio dit à Abel que le monstre géant a probablement utilisé une compétence d'annulation de magie. Plus tard, pendant qu'ils dînent, Abel demande à Rio plus d'informations sur la compétence d'annulation de magie parce qu'il n'a entendu parler que de certaines pièges dans les donjons qui peuvent faire ça. Rio est excité en entendant parler des donjons, et Abel lui dit qu'il y a un donjon dans la ville de Long, où il se dirige. Rio est furieux qu'il ne lui ait pas parlé de cette chose importante plus tôt et lui demande s'il cache autre chose aussi. Abel lui demande s'il connaît au moins les nains et les elfes, mais Rio lui demande de lui donner les détails. Quelques jours plus tard, ils atteignent une chaîne de montagnes, et Rio dit qu'ils trouveront un établissement humain après avoir traversé les montagnes. Abel lui demande comment il peut en être si sûr, et Rio se demande s'il devrait lui dire qu'il a rencontré un dragon qui lui a beaucoup parlé de ce monde. Il décide finalement de garder le secret, disant que c'est une connaissance au-delà de la compréhension humaine. Peu de temps après, ils entendent un son étrange, et tous les deux se préparent à combattre. Cependant, quand un puissant monstre appelé Griffon s'approche d'eux depuis le ciel, Rio et Abel paniquent. Abel commence à avoir une crise de panique, mais Rio résout rapidement la situation en lançant un morceau de viande en l'air. Abel l'imite, et le Griffon attrape les deux morceaux dans sa bouche avant de s'envoler. Les garçons poussent un soupir de soulagement après son départ, et ils conviennent qu'ils n'auraient pas tenu longtemps s'ils avaient provoqué quelque chose d'aussi fort. Alors qu'ils continuent leur voyage, Abel dit qu'aucun humain n'a rencontré de behemoth ou de griffon dans les 100 dernières années, et que les hautes montagnes doivent les empêcher d'atteindre les établissements humains. Cela rappelle à Rio que les wyverns qui ont combattu le behemoth venaient du nord, ce qui signifie que leur nid est à proximité. Il s'avère avoir raison, car il trouve bientôt des wyverns en train de se nourrir d'un monstre. Rio veut combattre, mais Abel dit qu'il faut au moins 20 aventuriers expérimentés pour affronter des monstres aussi forts que les wyverns. Rio lui dit qu'ils ne pourront pas éviter de combattre à l'avenir et demande si ce serait mieux si les wyverns étaient cloués au sol. Abel confirme, disant qu'il peut en battre une en combat rapproché, et Rio sort immédiatement, chantant un long faux sort juste pour invoquer 4 glaçons pour poignarder les ailes des wyverns. Abel profite de cette occasion pour leur exploser la cervelle, mais ensuite 2 autres wyverns arrivent. Rio les cloue au sol en utilisant des glaçons, mais sans chanter de sort cette fois, et Abel devient suspicieux. Quoi qu'il en soit, ils vainquent les wyverns et collectent leurs pierres magiques, puis continuent leur voyage vers le nord. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.